Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes lundi 13 mai 1968. Il est 13 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télévision du Forêt, la voix de son maître. La coupe à Saint-Étienne. Les Verts ont réussi le doublé en battant hier Bordeaux par 2-1. L'AS Saint-Étienne a virtuellement réalisé le doublé puisque en championnat, le titre ne peut pratiquement plus leur échapper. On comprend la joie du capitaine forésien Herbin, exhibant le trophée, entouré par messieurs Rocher, président de l'ASSE, Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale et maire de Bordeaux, Durafour, député-maire de Saint-Étienne. Les étudiants et leur avenir. Devant les affrontements sanglants dont le quartier latin a été le théâtre, chacun s'interroge sur les enchaînements de circonstances qui ont précipité cette désolante escalade de la violence. Comment l'agitation qui avait été si longtemps couvée en vase clos à Nanterre a-t-elle pu dégénérer au point de provoquer de véritables émeutes en se transportant soudain au cœur de la capitale? L'un des aspects les plus frappants de la crise est le contraste observé entre l'abstraction fumeuse des thèmes développés par les enragés à l'origine des premiers désordres et le caractère très concret des préoccupations exprimées par la masse des étudiants quant à leur avenir. Que les sociologues de Nanterre soient conduits par leurs études mêmes à dénoncer les incertitudes et les déséquilibres de la société d'aujourd'hui, rien n'est plus naturel. L'inquiétant est qu'ils ne savent tirer de leurs analyses qu'une somme de refus. Il y a seulement 10 ou 15 ans, leurs prédécesseurs, nourris de marxisme classique, condamnaient ce qu'ils appellent l'hypocrisie des libertés bourgeoises, vidées, selon eux, de toute substance réelle par l'insuffisance du niveau de vie des travailleurs, la fameuse liberté de crever de faim. Aujourd'hui, voici que cette situation tend heureusement à se modifier avec une rapidité dont la progression fulgurante du nombre des étudiants est précisément l'un des témoignages. Aussitôt, sans même attendre que le mouvement ait porté tous ses fruits, certains de ceux qui en sont les premiers bénéficiaires disent non. Au lieu de chercher des correctifs aux excès que peut comporter la société de consommation à l'américaine, ils en contestent le principe sans rien proposer en échange. Un tel extrémisme purement négatif ne peut déboucher sur rien, sinon sur l'absurde et dangereux conflit qu'on a déjà vu se dessiner entre les tenants les plus exaltés et la masse énorme de ceux qui, même dans les pays évolués, sans parler des foules misérables du tiers-monde, n'aspirent qu'à ce mieux-être, considéré comme la première condition d'une authentique liberté. En vérité, on n'apercevrait guère d'issue à la crise si cette attitude de refus touchant à l'anarchisme devait réellement faire école. Tout permet heureusement de penser qu'il n'en est rien et que la majorité des étudiants aspirent plus simplement à mettre l'université en accord avec cette société industrielle dont la croissance seule peut apporter les progrès économiques commandant le progrès social. À cet égard, il n'est pas surprenant que le drame ait éclaté dans ce secteur des lettres, dont les effectifs, quadruplant en 10 ans,
ont augmenté plus vite encore que ceux des autres disciplines, alors que les diplômes n'y désignent à leur titulaire aucune carrière précise en dehors de l'enseignement lui-même. Un bien pourrait sortir du mal si la fièvre actuelle faisait naître dans les milieux administratifs et plus encore dans le corps professoral lui-même une meilleure compréhension des problèmes posés par l'archaïsme des études et leur absence d'ouverture sur la vie professionnelle. Richard Anthony a obtenu le succès escompté à la fête de la jeunesse CGT. Le gala de la CGT, c'est à la fois une kermesse, un bal et une présentation d'attractions. La kermesse comprenait plus de 30 stands tenus par les groupements syndicaux et les associations populaires des locataires des locataires à France URSS, en passant par le Secours populaire et les femmes de France. Le bal, installé dans un coin du parc, avait ses nombreux intervenants. Les flonflons de son orchestre guinguette faisaient écho à ceux de l'orchestre de la CGT qui se dépensaient sur le podium. Le spectacle s'est terminé en beauté avec l'idole tant attendue Richard Anthony. Richard, qui s'était accompagné de Pierre-Alain Dahan et ses comètes, se produisait dans tous ses succès. Nous entendîmes successivement Sunny, Rien pour faire une chanson, Plante un arbre, Jamais je ne pourrais vivre sans toi, La terre promise. Avec le pot-pourri de vieilles chansons dont le fameux Train, je fus du délire. Ce fut du délire. Anthony, qui a promis de revenir à Saint-Étienne, se souviendra longtemps de l'accueil que lui a fait la capitale de l'arme et du cycle. 45 000 spectateurs à Colombes pour le sacre de Saint-Étienne. Rachid Mekloufi, 2 buts, a terrassé Bordeaux 2-1. En chantant les louanges de la formation victorieuse, il faut clamer la grande maestra de Rachid Mekloufi, l'auteur des buts de son équipe. Avant la rencontre, Rachid nous avait dit « Je voudrais que cette finale soit pour moi un couronnement. » Ce devait être pour lui un triomphe. Il pleurait dans son vestiaire, trahi par l'intensité de son émotion. Nous devons vous conter l'histoire des 2 coups de patte décisifs de ce joueur incomparable. Premièrement, 30e minute, l'égalisation. Ce fut un but d'une grande âpreté, absolument parfait dans son exécution. Au milieu du terrain, Jacquet et Mekloufi avaient réussi plusieurs passes redoublées avant que le grand Jacquet n'alerte à gauche son copain Herbin. Ce dernier, après avoir évité Baudet, centré de plein fouet, Mekloufi reprenait pour battre sans rémission Montes. C'était de la très belle ouvrage. Deuxièmement, 78e minute, le but de la victoire. Ce fut là une toute autre histoire, où devait apparaître l'extraordinaire sang-froid d'un ensemble imperturbable et de se mettre à jouer. Révéli, lancé par l'inévitable monsieur Rachid, s'était résolument engagé dans la surface de réparation adverse, pris de court sur la promptitude de ce mouvement. Chorda tenta l'ultime manœuvre avec Desrémeaux, l'arrière bordelais, dans un effort désespéré, ne put que descendre l'avant-centre stéphanois qui s'écroula. Il montra
Monsieur Bard n'hésita pas, il montra le point de pénalty. L'exécution de la sentence n'alla d'ailleurs pas sans accroc. Une première fois, McLuffy, chargé de cette besogne délicate, tira sur la gauche et marqua. Mais M. Bard l'annula, d'une part parce qu'il n'avait pas sifflé, et d'autre part parce que Montes avait quitté trop tôt sa ligne de but. Ce contretemps n'affola nullement McLuffy. Pendant que tout le monde s'agitait autour de lui, il retira, cette fois sur la droite. Montes n'y put rien, et cela ouvrait toutes grandes les portes de la victoire de Saint-Étienne, qui renouvelle ainsi son exploit de 1963. Albert Batteux, une victoire sans appel. L'entraîneur stéphanois est un homme comblé. Voici 3 semaines. Ne nous avait-il pas confié au cours d'un entretien: quoi qu'il arrive, je ferai jouer la finale à Rachid. Nous ne lui devons bien pour tout ce qu'il a fait pour le club. Et ensuite, dans une rencontre de cette importance, McLuffy est à même de jouer un rôle capital. Les événements ont une fois de plus donné raison à Albert Batteux. Certains diront que l'homme est béni des dieux. Pour nous, nous contenterons d'écrire que Batteux est non seulement un entraîneur exceptionnel, mais c'est aussi un grand psychologue. Au milieu de ses joueurs, Albert Batteux avait hier le triomphe modeste. C'est là le propre des forts. Bon appétit!